Il a volé mon innocence et a failli prendre ma vie. Encore aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je sens ses grandes mains sales m'étouffer. Mais avant de commencer cette histoire, je veux que vous sachiez que j'ai survécu pour la raconter. Et si vous traversez quelque chose de semblable, je veux que vous sachiez que vous pouvez survivre aussi. Une pause, un souffle. Je m'appelle Célestine Moreau. J'ai 75 ans aujourd'hui, mais mon histoire commence quand j'avais que 9 ans. Tout le monde ici, à Ruisseau des Cèdres, ce petit coin d'Alsace caché le long des rives du Rhin, me connaît comme mademoiselle Célestine, la pharmacienne. Pendant plus de 50 ans, j'ai été la seule pharmacienne du village, celle qui aidait chacun avec ses maux, d'une fièvre passagère aux accouchements les plus compliqués, à me voir maintenant avec ce corps fragile, les cheveux blancs, ridés comme un pruneau. Personne n'imaginerait que j'y ai porté un secret si lourd qu'il a courbé mon dos bien plus que le poids des années. Je suis née dans une famille simple mais respectée. Mon père, Lucien Moreux, était menuisier, capable de transformer un morceau de bois brut en une œuvre d'art. Ma mère, Marguerite Moreau, cousait pour les familles plus riches de la région. Nous étions pauvres en argent, mais riches en dignité. Comme le disait toujours mon père, nous vivions dans une petite maison honnête en briques avec un toit de tuiles avec seulement 3 pièces. Le salon qui servait aussi de cuisine, une chambre où dormaient mes parents et une autre où je partageais un matelas de paille avec mes 2 sœurs aînées. Elodie, 16 ans, et Amelia, 18 ans. La vie était simple, mais belle. Nous nous levions avec le chant du coq, mangions ce que nous cultivions dans notre petit jardin. Et nous couchions tôt, bercés par les bruits des grillons et des grenouilles. Notre routine ne changeait que le dimanche pour la messe à la petite église de la place. Et une fois par mois, quand nous déjeunions chez ma grand-mère paternelle, grand-mère Elisabeth Moreau, ces déjeuners étaient un événement familial. Il réunissait tous ses enfants, mon père et ses 4 frères et sœurs avec leurs familles respectives. C'était une journée d'abondance, de manger jusqu'à ne plus pouvoir, de rires, d'histoire. Et pour nous, les enfants, de jouer avec les cousins qu'on voyait rarement. La maison de grand-mère Elisabeth était sur un grand terrain à l'écart du village, avec un verger à l'arrière qui nous semblait un petit paradis. Il y avait des pommiers, des pêchers, des cerisiers, des framboises, tous les fruits qu'on pouvait imaginer étaient là. La maison elle-même était grande, une de ces vieilles bâtisses avec de nombreuses pièces, un porche qui l'entourait et une cour en terre où les poules grattaient librement. Ce dimanche fatidique, je me suis réveillée pleine d'excitation. C'était le jour du déjeuner chez grand-mère, ce qui signifiait bonne nourriture, et ce sentiment d'appartenance que seule une grande famille peut offrir. Maman m'a habillée de ma robe du dimanche. Une robe bleu clair à pois blanc qu'elle avait cousue elle-même, a tressé mes cheveux avec un ruban assorti et m'a fait promettre de ne pas me salir en jouant avant le déjeuner. Lachtina. Aujourd'hui, tu ressembles à une vraie jeune fille, a-t-elle dit, me regardant avec cette fierté maternelle. Tu ne vas plus courir avec les garçons comme un garçon manqué. Tuesday, intense, tu es à l'âge où il faut apprendre à se comporter comme une vraie demoiselle. J'ai promis que je le ferais
Mais au fond, je savais qu'en arrivant là-bas, je filerais droit vers le verger avec mes cousins. La liberté qu'on ressentait loin des yeux des adultes était trop précieuse pour la gâcher. Nous avons marché jusqu'à la maison de grand-mère, environ 3 kilomètres sur une route de terre rouge. Je sautillais devant, tandis que mes parents suivaient portant un plat de salade de pommes de terre au lard que ma mère avait préparé pour contribuer au déjeuner. Mes sœurs, Élodie et Amélie, suivaient juste derrière, parlant des garçons de l'église qui avaient attiré leur attention. Quand nous sommes arrivés, la maison était déjà pleine. Oncle Jacques était là avec sa femme, Hélène, et leurs 3 enfants, Tante Delphine. La seule femme parmi les frères et sœurs était là avec son mari, Simon, et leurs jumeaux, mes cousins de mon âge, oncle Marcel, avec sa femme, Irène, et leurs 2 garçons. Et puis, il y avait oncle Étienne. Oncle Étienne était le plus jeune des frères et sœurs de mon père, seulement 5 ans de plus que ma sœur Amélie. Il n'était pas marié et vivait avec grand-mère, l'aidant à s'occuper d'elle et de la propriété. Il avait toujours été le préféré de grand-mère. Peut être parce qu'il était le plus jeune, peut être parce qu'il était toujours là. C'était un bel homme, grand, avec un sourire facile et un rire qui emplissait la maison. Tout le monde aimait oncle Étienne. Il racontait les meilleures histoires, savait faire des tours de magie avec des cartes et il y avait toujours des bonbons dans ses poches distribués aux enfants. J'adorais oncle Étienne. Quand il arrivait, je courais dans ses bras et il me faisait tournoyer en l'air, m'appelant sa petite princesse. Il semblait s'occuper de moi d'une manière spéciale, me demandant toujours comment j'allais à l'école, admirant mes dessins, complimentant mes tresses. Je me sentais spéciale près de lui, comme si j'étais la nièce préférée, et peut être d'une manière malade, que je ne comprenais pas à l'époque. L'étais-je vraiment Chedimankela. Le déjeuner fut servi dans la grande cour, sous les pommiers. Des tables improvisées avec des planches sur des tréteaux étaient couvertes de nappes brodées et l'odeur de la nourriture faisait gargouiller nos estomacs. Haricots cuisinés, riz blanc, poulet frit, pain de maïs, purée de pommes de terre, légumes cuits. C'était un festin pour les sens. Une pause, un soupir. Avant de continuer avec cette partie difficile de mon histoire, je voudrais vous demander un instant, mes chers amis, si vous appréciez mon récit, laissez un petit cœur et abonnez-vous. Cela aide mon histoire à atteindre plus de gens qui pourraient traverser ce que j'ai vécu. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Ça réchauffe mon cœur de savoir que des gens de toute la France écoutent une vieille femme raconter son histoire. Un sourire, une pause. Après le déjeuner, les adultes restaient à table, buvant du café, mangeant une tarte aux pommes et parlant de politique, de la sécheresse, de la hausse des prix des haricots. Nous, les enfants, avions la permission de jouer dans le verger à condition de ne pas grimper aux arbres ou d'abîmer les fruits pas encore mûrs. Nous courions à l'arrière de la propriété, fous de liberté. Nous jouions à chat, à cache-cache, ramassions des pommes tombées
et mangions jusqu'à ce que nos ventres fassent mal. Le temps passait et peu à peu, les enfants étaient appelés par leurs parents. Les jumeaux de tante Delphine devaient rentrer tôt car l'un d'eux avait de la fièvre. Les garçons d'oncle Marcel furent appelés pour aider à porter des choses. Et je me suis retrouvée seule dans le verger, observant une ruche d'abeilles que j'avais trouvée dans un vieux tronc d'arbre. C'est alors que j'ai entendu la voix d'oncle Étienne derrière moi. C'est la Stina. Que fais-tu là toute seule? Petite? Je me suis retournée, souriante. C'était oncle Étienne, mon oncle préféré. Regarde, oncle, j'ai trouvé une ruche, mais ce sont les gentilles abeilles qui ne piquent pas. Il s'est approché, regardant par-dessus mon épaule. J'ai senti son grand corps derrière le mien, son odeur de cigarette et d'eau de vie. Je n'avais pas remarqué avant, pendant le déjeuner, mais maintenant je réalisais qu'il avait bu plus que d'habitude. C'est joli, princesse. Mais c'est pas bien de rester seul ici. Il y a beaucoup de serpents dans cette partie de la cour. Viens, je vais te montrer quelque chose d'intéressant à l'intérieur. J'ai pris sa main sans hésiter. Pourquoi aurais-je hésité? C'était mon cher oncle, l'homme qui me donnait des bonbons, qui me racontait des histoires, qui me faisait me sentir spéciale. J'avais une confiance totale en lui. Il ne m'a pas conduite à la maison principale où tout le monde était... mais à un petit bâtiment à l'arrière de la propriété. C'était là qu'on gardait les outils agricoles, les sacs de grains, les selles de cheval, un endroit sombre qui sentait la terre humide et le moisi. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Oncle, ai-je demandé, j'ai un cadeau pour toi, en princesse. Mais c'est un secret. D'accord, tu ne peux le dire à personne, sinon ça gâchera la surprise pour les autres cousins. J'ai hoché la tête, me sentant spéciale à nouveau. Un cadeau juste pour moi. Notre secret. Mon cœur d'enfant s'est accéléré de bonheur. Oncle Étienne a fermé la porte derrière nous. La remise est devenue sombre. La seule lumière venant d'une petite fenêtre haute sur le mur. Il m'a conduite au fond où il y avait une sorte de zone de stockage avec des sacs de haricots et de maïs empilés. Ferme les yeux, princesse, ne les ouvre que quand je te le dirai. J'ai fermé les yeux, presque sautillant d'excitation. Je m'attendais à recevoir une poupée peut être ou un livre d'histoire. C'est alors que j'ai senti ces grandes mains rugueuses sur mon corps. Ce qui s'est passé dans cette remise sombre, cet après-midi de dimanche qui avait commencé si joyeusement, est quelque chose que pendant de nombreuses années, j'ai essayé d'effacer de ma mémoire. Les souvenirs viennent par flash. Ces mains me touchant là où personne n'avait jamais touché auparavant. Sa voix rauque à mon oreille disant que j'étais spéciale, que c'était notre jeu secret, que je ne devais le dire à personne. Sinon, mes parents seraient fâchés contre moi. Je me souviens de l'odeur de poussière et de sueur, du poids de son corps sur le mien, de la douleur brûlante qui m'a fait crier et de sa main couvrant ma bouche avec force, m'étouffant presque. Je me souviens de mes sanglots, de mes supplications pour qu'il arrête et de son regard. Ce regard qui me hante encore dans les cauchemars, un regard vide, comme si je n'étais pas une personne, juste une chose pour son plaisir. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Pour une enfant de 9 ans subissant une telle violence, cela aurait pu être une éternité.
Je sais qu'à un moment, la douleur était si intense que mon corps, incapable de supporter tant de souffrance, s'est simplement éteint. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais seule dans la remise sombre. Ma robe bleue à pois blancs, que maman avait faite avec tant de soin, était déchirée et tachée de sang. Mon corps me faisait mal d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il y avait du sang coulant le long de mes jambes. Et je ne comprenais pas vraiment ce qui s'était passé. Je savais seulement que c'était quelque chose de terrible, quelque chose d'interdit, quelque chose qui m'avait brisé à l'intérieur. J'ai essayé de me lever, mais je suis tombée. J'ai essayé de crier, Nien, ma voix sortait faible, une mur rauque. Je me suis traînée jusqu'à la porte, laissant une traînée rouge sur le sol en terre. Quand j'ai enfin réussi à ouvrir la porte, la lumière de la fin d'après-midi m'a momentanément aveuglée. J'ai entendu des voix m'appeler de loin, ma mère, mon père, qui me cherchait. J'avais perdu la notion du temps. Combien de temps étais-je restée inconsciente dans cette remise? 1 heure, 2, j'essayais de les appeler, mais je ne pouvais émettre qu'un gémissement. C'est ma sœur Élodie qui m'a trouvée en premier. Je me souviens de son cri quand elle m'a vu, son visage transformé par l'horreur. Puis sont venus mes parents et le monde s'est transformé en un tourbillon de voix effrayées, de pleurs, de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Mon Dieu, que lui est-il arrivé? Célestina, qui t'a fait ça? Appelez un médecin. Vite. J'ai été portée dans les bras de mon père jusqu'à la maison principale. Je me souviens des regards horrifiés de tous, des cris de ma mère, des pleurs de ma grand-mère, et je me souviens d'oncle Étienne, debout dans un coin, observant tout avec une expression qui mêlait inquiétude et quelque chose d'autre que, sur le moment, je ne pouvais pas identifier. Mais aujourd'hui, je sais que c'était de la peur d'être découvert. Je ne pouvais rien dire, le choc, la honte, la peur et ce sentiment terrible que quelque chose de précieux m'avait été volé m'ont laissé dans un état de torpeur. Je ne pouvais que pleurer, un pleur silencieux et constant, tandis qu'il m'enveloppait dans une couverture et me mettait dans la camionnette, donc le Marcel, pour m'emmener à l'hôpital de Strasbourg. La dernière chose que j'ai vue avant de quitter la propriété était le visage d'oncle Étienne, observant de loin et ses lèvres formant les mots qu'il m'avait dit dans la remise. C'est notre secret. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un cauchemar. Chaque chaos sur cette route pleine de nids de poules était comme un coup de couteau dans mon corps déjà détruit. Mes larmes se sont taries, non parce que la douleur avait passé, mais parce qu'il semblait que mon corps n'avait plus rien à donner. J'étais vide, une coquille de petite fille. L'hôpital était à Strasbourg, un grand bâtiment blanc à 2 étages, avec un grand crucifix à l'entrée. À l'époque, la plupart des hôpitaux ruraux étaient tenus par des religieuses. Je me souviens des regards horrifiés des infirmières quand elles m'ont vue, des conversations murmurées du visage de la religieuse, en chef se crispant dans une expression mêlant pitié et indignation. La petite a été violée. Et j'ai entendu quelqu'un dire bien qu'à l'époque, je ne savais même pas vraiment ce que ce mot signifiait.
Je savais seulement que quelque chose de terrible s'était passé, quelque chose qui faisait baisser la voix des adultes et échanger des regards lourds. On m'a emmenée dans une petite pièce blanche. Une femme médecin est venue m'examiner. J'ai ressenti un soulagement en voyant que c'était une femme. Ses mains étaient douces, mais chaque contact me faisait encore mal. Elle me parlait doucement, essayant de me calmer, mais j'étais hors de portée de tout réconfort. Il faudra opérer. Et j'ai entendu la médecin dire à mes parents: les blessures internes sont graves. Ce qui a suivi fut un flou d'aiguilles, de masques, de lumière vive, de voix lointaines, et heureusement, l'obscurité quand l'anesthésie a enfin fait effet. Quand je me suis réveillée des heures plus tard, j'étais dans un lit d'hôpital avec des tubes et des bandages partout. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lumière faible venant du couloir dans le fauteuil à côté du lit. Ma mère dormait dans une position inconfortable, le visage gonflé d'avoir tant pleuré. Je voulais l'appeler, mais ma voix ne sortait pas. J'ai essayé de bouger la main pour la toucher, mais mon corps semblait peser des tonnes. C'est alors que j'ai entendu un bruit venant de la porte des pas légers. Prudence. Mon cœur s'est accéléré, la panique me submergeant. Était-ce lui? Était-il venu pour me faire taire pour de bon? La porte s'est ouverte lentement et la lumière du couloir a révélé le visage de mon père. Je n'avais jamais vu mon père comme ça. Lucien était toujours un homme fort, inébranlable, de ceux qui ne montrent pas de faiblesse même quand le monde s'écroule. Mais l'homme que j'ai vu à cette porte était détruit, yeux rouges, visage vieilli de 10 ans en un seul jour, posture courbée comme s'il portait le poids du monde. Il s'est approché du lit, pensant que j'étais encore endormie. Avec un soin infini, il a ajusté la couverture sur moi, une caresse si légère que je l'ai à peine sentie. J'ai vu des larmes silencieuses couler sur son visage, marqué par le soleil et le travail dur. Ma petite fille, a-t-il murmuré si bas que je pouvais à peine entendre. Pardonne-moi, j'aurais dû te protéger. C'était la première et seule fois que j'ai vu mon père pleurer, l'homme qui affrontait les tempêtes sans ciller, qui portait des bûches lourdes comme si c'était des brindilles, qui ne pliait jamais devant les difficultés de la vie, était là, brisé par la douleur de ne pas avoir pu protéger sa plus jeune fille. J'ai fermé les yeux, faisant semblant d'être encore endormie. Je voulais pas qu'il sache que je l'avais vu dans ce moment de vulnérabilité. Même enfant, je savais qu'il y avait des choses qu'un homme comme mon père préférait garder privées. Les jours à l'hôpital se sont étirés. J'ai appris plus tard que j'y étais restée presque 2 semaines. J'avais perdu beaucoup de sang. Les blessures internes étaient graves. Et il y avait eu des moments où les médecins craignaient pour ma vie, mais j'étais forte. Comme l'a dit la médecin, cette petite a la force d'un chêne. A-t-elle commenté aux infirmières. Le 3e jour, quand je pouvais déjà rester éveillée plus longtemps et que la douleur avait un peu diminué grâce aux médicaments, la médecin est venue me voir accompagnée d'un homme en costume qui s'est présenté comme un gendarme Zielestine, a-t-elle dit. S'asseyant à côté de mon lit, je sais que c'est difficile de parler de ça, mais nous avons besoin que tu nous dises ce qui s'est passé, qui t'a fait ça. J'ai regardé ma mère, qui était de l'autre côté du lit,
Ses yeux étaient pleins d'un mélange de douleur et de détermination. Tu peux parler. Ma fille, a-t-elle dit, prenant ma main, personne ne te fera plus de mal. Papa et moi allons te protéger, même ainsi, les mots ne venaient pas. Comment pouvais-je dire que mon propre oncle, le frère de mon père, le préféré de ma grand-mère, avait fait quelque chose d'aussi horrible? Comment pouvais-je dire que l'homme que tout le monde aimait, qui racontait des histoires et faisait des tours de magie, était un monstre? Mais quelque chose dans le regard de ma mère, une fermeté qui disait qu'elle se battrait pour moi contre le monde entier s'il le fallait, m'a donné du courage. C'était oncle Étienne, et je murmurais, si bas qu'ils ont dû se pencher pour entendre. Le silence qui a suivi était absolu. J'ai vu le choc sur le visage du gendarme, la confirmation douloureuse sur celui de ma mère. Elle soupçonnait déjà, ai-je réalisé? Peut-être avait-elle déjà vu quelque chose dans son comportement que je n'avais jamais remarqué. Peut-être avait-elle remarqué des regards des gestes qui passaient inaperçus pour tous les autres. Es-tu sûre, ma petite? A demandé le gendarme, la voix maintenant plus douce. C'est une accusation très grave. Je suis sûre. Et je répondis, sentant un poids quitter mes épaules alors que les mots sortaient. Il m'a emmenée dans la remise à outils. Il a dit qu'il avait un cadeau pour moi, un cadeau juste pour moi. Et puis, je ne pouvais pas continuer. Les larmes sont venues en cascade et avec elles, les sanglots qui secouaient mon corps déjà douloureux. Ma mère m'a serré doucement, murmurant des mots de réconfort à mon oreille. « Tcha, wa, ma fille, tu as été très courageuse, très courageuse. » Le gendarme a posé quelques questions de plus, a tout noté dans un petit carnet et puis est parti promettant que des mesures seraient prises. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris ce que cette phrase signifiait quand nous étions seuls. Ma mère a pris mes mains dans les siennes et m'a regardée avec une intensité que je n'oublierai jamais. Célestine, écoute bien ce que je vais te dire. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute. Ce n'est pas à cause de ta robe. C'est pas parce que tu as trop souri. Ce n'est pas parce que tu étais seul dans le verger. C'est parce que ton oncle est un homme malade. Un monstre qui se cache derrière des sourires et des bonbons. Et il paiera pour ça. Je te le promets. J'ai hoché la tête, encore incapable de croire pleinement ces mots. Une partie de moi, la partie enfant qui ne comprenait pas encore le mal du monde, pensait que j'avais dû faire quelque chose pour provoquer cette situation. Peut-être, si je n'avais pas accepté d'aller avec lui, si je ne lui avais pas fait autant confiance. Et il y a une chose de plus, a continué ma mère, la voix maintenant un murmure. Ton père ne peut pas savoir que c'était son frère. Passencore, pourquoi? Ai-je demandé, confuse, parce que ton père le tuerait, Célestine, il le tuerait et irait en prison. Et je ne peux pas vous perdre tous les deux. Je ne comprenais pas pleinement à ce moment, mais j'ai acquiescé. J'avais plus confiance en ma mère que en n'importe qui d'autre au monde. Ce que je ne savais pas, c'est que mon père était déjà à la porte de la chambre, avait tout entendu. L'expression sur son visage quand il est entré, mon Dieu, c'était comme si quelque chose était mort en lui, quelque chose de fondamental, et ses yeux,
normalement vif et brillant, était opaque, comme des pierres au fond d'une rivière. Marguerite a commencé ma mère, réalisant à son regard qu'il avait entendu: «S'il te plaît, pense aux filles, pense à la famille». Il a levé la main, demandant le silence, mais pas avec colère. C'était un geste fatigué, vaincu. J'ai déjà pensé, Marguerite, beaucoup pensé, et yeah, on plan. La manière dont il l'a dit, si calme, si contrôlé, m'a fait plus peur que s'il avait crié ou cassé tout dans la pièce. C'était le calme de quelqu'un qui avait déjà pris une décision irrévocable, de quelqu'un qui avait déjà accepté les conséquences de ce qu'il allait faire. À ce moment, allongé dans ce lit d'hôpital, encore trop faible pour me lever seule, avec des douleurs qu'aucun enfant ne devrait ressentir, je ne pouvais pas imaginer ce qui suivrait. Je ne savais pas que le plan de mon père n'était pas simplement de tuer son frère, mais de le faire souffrir comme j'avais souffert. Je ne savais pas que la justice, quand elle est rendue de ses propres mains, peut être bien plus terrible que n'importe quelle punition légale. Ce que je savais, c'est que rien ne serait plus jamais pareil. La petite fille qui brillait dans la robe à pois bleus, qui courait dans le verger en ramassant des pommes, qui faisait confiance aux adultes et pensait que le monde était un endroit bon, était morte dans cette remise sombre. À sa place, naissait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui porterait des cicatrices invisibles pour le reste de sa vie. Dans les jours qui ont suivi, beaucoup de gens sont venus me rendre visite à l'hôpital, mes tantes et oncles, cousins, voisins, même le prêtre de notre paroisse, tous apportaient des cadeaux, des mots de réconfort, des regards de pitié, tous sauf oncle Étienne. Dès Louis, j'ai seulement entendu qu'il était parti à Colmar pour régler des affaires fuyant. Bien sûr, ma grand-mère n'est jamais venue non plus. J'ai appris plus tard qu'elle refusait de croire que son fils cadet, son préféré, pouvait avoir fait quelque chose d'aussi horrible. Peut-être était-ce trop demandé à une mère, ou peut-être était-ce juste un autre exemple de la façon dont nous préférons souvent croire un mensonge confortable plutôt que d'affronter une vérité dévastatrice. Une semaine après ma conversation avec le gendarme, alors que je commençais à aller mieux et que les médecins parlaient de me laisser sortir bientôt, mon père est venu me rendre visite seul. Il s'est assis à côté de mon lit avec cette expression sérieuse qui ne quittait plus son visage depuis l'incident. Célestina a-t-il commencé, choisissant ses mots avec soin. Dimanche prochain, il y aura un autre déjeuner chez grand-mère. Rien que d'entendre cela, j'ai senti tout mon corps se contracter de peur. Je voulais plus jamais retourner là-bas, voir cette remise me souvenir. Je ne veux pas y aller. Papa, ai-je répondu, les larmes se formant déjà dans mes yeux. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Il a pris ma main avec une délicatesse qui contrastait avec ses doigts cailleux de tant de travail. Tu n'as pas à y aller, ma fille. Tu n'auras plus jamais à y aller si tu ne veux pas. Mais ta mère et moi y allons. Et j'ai besoin que tu comprennes que peut être des choses vont arriver dont tu entendras parler plus tard. Des choses à propos de d'oncle Étienne. Quelle chose? Papa, il a hésité.
clairement partagé entre le désir de me protéger de plus d'horreur et le besoin de me préparer à ce qui allait venir, la justice, ma fille, la justice, le mot flottait entre nous, plein de promesses sombres, de secrets que j'étais encore trop jeune pour comprendre, même sans savoir exactement ce que mon père planifiait. J'ai ressenti un frisson. C'était pas juste de la peur, c'était aussi une sorte de soulagement étrange, la certitude que, d'une manière ou d'une autre, oncle Étienne paierait pour ce qu'il avait fait. Quand tu sortiras d'ici, a continué mon père, nous irons chez tante Delphine à Célestat, toi, ta mère et tes sœurs resteraient là. Un moment, je viendrai plus tard. Et l'école, papa, et la maison, et mes livres, il a souri, un sourire triste qui n'atteignait pas ses yeux. Tout cela peut attendre, ma fille, maintenant. L'important est que tu te rétablisses et que nous soyons tous ensemble en sécurité. Cette nuit-là, j'ai rêvé donc l'Étienne. C'était pas un cauchemar comme ceux des nuits précédentes, avec lui me poursuivant dans le verger, me, me traînant dans la remise sombre. C'était un rêve différent. Il était allongé, immobile, tandis qu'une ombre s'approchait de lui. L'ombre avait le visage de mon père, mais d'une certaine manière, c'était pas tout à fait lui, c'était quelque chose de plus ancien, plus primitif, comme si toutes les générations de pères qui avaient dû protéger leurs fils étaient fondues dans cette figure qui avançait lentement, inexorablement, vers l'homme endormi. Je me suis réveillée avant de voir ce qui se passait, mais le sentiment qui m'est resté était que, quoi que ce soit, ce serait irréversible. Comme la perte de mon innocence, ce dimanche fatidique, comme les cicatrices qui resteraient sur mon corps et mon âme, comme la confiance qui serait plus jamais la même. 3 jours plus tard, j'ai été autorisée à sortir de l'hôpital. Je suis partie en fauteuil roulant, encore trop faible pour marcher seule. Le monde extérieur semblait étrangement le même, comme s'il était impossible que le ciel soit encore bleu, que les oiseaux chantent encore, que la vie continue son cours après quelque chose d'aussi terrible. Dans la voiture empruntée qui nous emmenait à Célestat, j'ai regardé en arrière vers l'hôpital, qui avait été ma maison pendant les 2 dernières semaines. La médecin qui s'était occupée de moi était à la porte, faisant un signe de la main. Elle avait dit, lors du dernier examen, que je ne pourrais probablement jamais avoir d'enfant. Les dégâts étaient trop graves. À l'époque, cela ne signifiait pas grand-chose pour moi. J'avais nuevant. Les enfants étaient un concept lointain, presque abstrait. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai pleinement compris ce qui m'avait été volé ce jour-là. Le voyage jusqu'à la maison de tante Delphine fut silencieux. Ma mère tenait ma main tout le temps. Mes sœurs, assises à l'avant avec mon père, étaient toutes plongées dans des pensées qu'elles ne partageaient pas. C'était comme si un mur invisible s'était érigé entre nous, un mur fait de douleur, de culpabilité, de colère et d'un amour si féroce qu'ils ne trouvaient pas de mots pour s'exprimer. Quand nous sommes arrivés chez tante Delphine, le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de rouge et d'or. Ma tante nous a reçus à la porte. Les yeux déjà rouges d'avoir pleuré, elle nous a serrés, chacun dans ses bras, tenant mon visage entre ses mains quand ce fut mon tour, regardant profondément dans mes yeux, comme si elle cherchait des signes de dommage allant au-delà des marques physiques.
Cette nuit-là fut la dernière fois que j'ai vu mon père avant le dimanche suivant. Il nous a dit au revoir à chacun avec de longs câlins, des mots murmurés, des promesses que bientôt nous serions tous à nouveau ensemble avec ma mère. C'était différent. Les deux se sont éloignés. On parlait à voix basse pendant longtemps. Et quand ils sont revenus, j'ai vu que ma mère avait pleuré. Mais il y avait autre chose sur son visage, une détermination féroce, presque sauvage. Je serai de retour dimanche soir, a dit mon père avant de partir. Restez ici, ne sortez pas en ville, ne parlez à personne de ce qui s'est passé. Et puis il est parti, emportant avec lui le poids d'une décision qui changerait nos vies pour toujours. Ce qui s'est passé ce dimanche chez ma grand-mère, je ne l'ai appris que beaucoup plus tard. Et même alors, pas l'histoire complète, juste des fragments, des murmures, des rumeurs qui ont circulé pendant des années dans notre région, assez pour comprendre que certaines formes de justice sont aussi terribles que le crime qui les motive, assez pour savoir que mon père, cet homme doux qui m'avait appris à reconnaître les types de bois par leur odeur, avait en lui une obscurité qui ne surgissait que lorsque ce qu'il aimait le plus était menacé. Le temps que nous avons passé chez tante Delphine à Célestat s'était tiré comme une procession du Vendredi Saint. C'était des jours d'attente, de silence lourd et de regards chargés de secrets. Ma tante faisait de son mieux pour m'aider à me rétablir. Mon corps, mais aussi mon âme. Elle préparait les plats que j'aimais le plus, me laissait dormir avec une lampe allumée et ne me pressait jamais de parler de ce qui s'était passé. Mes sœurs, Élodie et Amélie, se relayaient à mes côtés, lisant des histoires, brossant mes cheveux, essayant de me faire sourire avec des blagues qui n'avaient plus de sens pour moi. Je voyais dans leurs yeux non seulement de la tristesse, mais aussi une nouvelle peur, la peur que le monde ne soit pas l'endroit sûr qu'elles pensaient, que le mal pouvait venir déguisé en famille, avec une voix douce et des mains qui, avant, n'offraient que des bonbons. Ma mère dormait à peine. La nuit, je l'entendais marcher dans la maison, murmurer des prières, parfois pleurer doucement quand elle pensait que personne ne pouvait l'entendre. Le jour, elle restait forte pour moi, pour nous toutes, mais ses yeux avaient un éclat fiévreux, comme si elle calculait constamment, planifiait, se préparait à quelque chose que je ne pouvais pas complètement comprendre. Le dimanche a mis longtemps à arriver et en même temps, es arrivé trop vite. Quand le soleil s'est levé ce jour-là, j'ai senti un poids dans l'estomac, une certitude obscure que quelque chose d'irréversible allait se produire. Ma mère s'est habillée avec soin, choisissant une robe noire, simple, attachant ses cheveux en un chignon serré. C'était pas la tenue festive de quelqu'un allant à un déjeuner familial, c'était l'habit sombre de quelqu'un allant à un règlement de compte. Je vais rejoindre ton père, a-t-elle dit, embrassant mon front avant de partir. Reste avec tes sœurs et ta tante. Ne sors pas de la maison, n'ouvre la porte à personne, ne réponds pas au téléphone. Nous serons de retour ce soir. Il y avait une finalité dans ces mots qui m'effrayait, comme si elle n'était pas sûre non plus de revenir, mais déterminée à y aller quand même. Je me souviens avoir tenu sa main, lui demandant de ne pas y aller, de rester avec moi,
de laisser la gendarmerie tout résoudre. Elle a juste souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et a dit. Certaines choses, ma fille, la gendarmerie ne peut pas les résoudre. Certaines dettes ne peuvent être payées que par le sang. Ces mots sont restés avec moi, résonnant dans ma tête comme la cloche de l'église le dimanche matin. Que planifiait ma mère? Cette femme qui m'avait appris à aimer mon prochain, à pardonner 70 fois cette fois, qu'avait préparé mon père, cet homme qui s'arrêtait de travailler pour éviter d'écraser une fourmi pour le frère qui avait trahi sa confiance de la pire manière possible. La journée s'est étirée dans une agonie d'incertitude. Je me sentais comme si j'attendais un résultat que je connaissais déjà, mais que je ne voulais pas accepter. Quand la nuit est enfin tombée, apportant avec elle une pluie fine et persistante, tout mon corps était aussi tendu qu'une corde de violon, sur le point de se casser. Il était presque minuit quand nous avons entendu la voiture approcher, le bruit des pneus dans la boue, la porte qui claque, les pas sur le porche. Ma tante est allée ouvrir, tandis que mes sœurs, mes cousins et moi attendions dans le salon, figés dans une attente que personne n'osait nommer. Mon père est entré en premier, suivi de ma mère. Tous deux étaient trempés, pas seulement par la pluie, mais par quelque chose d'autre, quelque chose qui semblait émaner d'eux comme une aura invisible, un mélange d'épuisement, de soulagement et d'une horreur silencieuse que je n'avais jamais vue sur leur visage. « Cest fini », a dit mon père à ma tante, les mots lourds comme des pierres. Il ne touchera plus jamais aucun enfant. Personne n'a demandé ce qui était fini, ce qui s'était passé dans cette maison lointaine où j'avais perdu mon innocence. Le silence qui a suivi était chargé de compréhension, de complicité. Quelque chose de terrible s'était produit, quelque chose qui ne serait pas discuté devant les enfants, quelque chose qui ne serait jamais mentionné hors de ce cercle fermé. Mon père s'est approché de moi, s'est agenouillé devant moi, a pris mes petites mains dans les siennes, grandes écailleuses, plus Yamais, ma fille, a-t-elle la voix étouffée. Plus jamais personne ne te fera de mal comme ça. Je le promets. Je l'ai cru avec toute la foi qu'un enfant peut avoir. J'ai cru que mon père avait réparé le monde brisé, qu'il avait éliminé le monstre de mes cauchemars, que maintenant nous pourrions redevenir ce que nous étions avant. Je ne savais pas alors que certaines choses, une fois brisées, ne redeviennent jamais ce qu'elles étaient, que certaines blessures, même guéries, continuent de faire mal quand le temps change, quand la mémoire surgit sans prévenir, quand quelque chose, une odeur, un son, une ombre ramène, tout comme si c'était hier. Nous avons tous dormi ensemble cette nuit-là, dans un amas de matelas sur le sol du salon. Personne ne voulait être seul, pas même les adultes. C'était comme si nous avions besoin de la présence les uns des autres pour chasser les ombres, pour confirmer que nous étions encore là, entiers, ensemble, survivants. 2 jours plus tard, nous sommes partis pour retourner à Ruisseau des Cèdres, pas dans notre ancienne maison qui avait été vendue à la hâte à un marchand du village. Nous sommes allés dans une nouvelle maison de l'autre côté du village, plus près du centre, une maison que mon père avait achetée avec l'argent de la vente de l'ancienne, et ses économies de plusieurs années, une maison sans souvenir
sans fantôme, sans le poids de ce qui s'était passé. Les mois qui ont suivi ont été ceux d'une lente reconstruction. Mon corps a guéri plus vite que mon âme. Les blessures physiques se sont refermées, la douleur a diminué. J'ai pu marcher à nouveau, courir, être une enfant au sens physique du terme, mais à l'intérieur, j'avais vieilli de décennies en quelques jours. Le gendarme est venu quelquefois à poser des questions, à noter des réponses, mais rien ne semblait se passer. Un jour, il appelait mes parents pour une conversation privée. Quand ils sont revenus, ils avaient une expression étrange, un mélange de soulagement et d'une tristesse résignée. L'affaire est close, a dit mon père ce soir-là pendant le dîner. Étienne a été retrouvé mort dans le Rhin. Apparemment, il s'est noyé, il était ivre, dit-on. La manière dont il a dit apparemment, la manière dont ma mère a baissé les yeux, m'a tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'est pas un accident, c'était pas un suicide. C'était une justice rendue de ses propres mains, la loi ancienne du talion, la sentence exécutée loin des tribunaux et des juges. Je n'ai jamais su exactement ce qui s'est passé ce dimanche chez ma grand-mère. Ce n'est que bien des années plus tard, quand j'étais déjà adulte, que j'ai entendu des fragments de l'histoire des commentaires murmurés, des phrases lâchées dans des conversations d'adultes qu'ils pensaient que je n'écoutais pas assez pour former une image floue, incomplète, mais terrifiante. D'après ce que j'ai pu comprendre, mes parents sont allés chez grand-mère Elisabeth comme si c'était un déjeuner familial comme les autres. Oncle Étienne était là. Il était revenu de Colmar 2 jours auparavant. Personne ne savait ce qui m'était arrivé. L'histoire officielle était que j'étais tombée d'un arbre dans le verger et m'étais gravement blessée. Mes parents se sont assis à table, ont mangé, ont parlé, ont faim la normalité, tandis que le poison que ma mère avait apporté de la pharmacie faisait lentement effet dans le verre d'oncle Étienne. C'était pas un poison pour tuer, c'était pour paralyser, pour laisser conscient mais incapable de bouger, de parler, de demander de l'aide. Quand tous les autres invités sont partis, quand ma grand-mère s'est retirée pour se reposer, ils l'ont emmené dans la même remise où il m'avait attaqué. Et là, dans le même endroit où il avait détruit mon enfance, mon père, eh bien, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir en détail, même maintenant, tant d'années plus tard. Ce que je sais, c'est qu'ensuite, ils l'ont conduit au Rhin. Il était encore en vie, mais affaibli, débilité. L'eau a fait le reste, emportant non seulement sa vie, mais aussi les preuves de ce qui s'était passé avant. La nouvelle de la mort d'oncle Étienne s'est rapidement répandue dans la région. Un tragique accident, disait-on, un jeune homme plein de vie, emporté par les eaux du fleuve, une honte, une tristesse. Ma grand-mère était dévastée, entrée dans un deuil profond dont elle ne s'est jamais complètement remise. Ses autres enfants l'ont soutenue, ont essayé de la consoler, mais rien ne comblait le vide laissé par son fils cadet, le préféré, ce que personne ne disait publiquement, mais que tout le monde soupçonnait était la vérité sur ce qu'il avait fait. Dans un petit village comme le nôtre, les secrets ont des jambes courtes, les questions sur pourquoi j'étais hospitalisée, les rumeurs sur la violence de l'attaque,
les soupçons sur qui pouvait avoir fait quelque chose d'aussi horrible. Tout cela circulait en murmure. Henri Garde, en conversation interrompue, quand quelqu'un s'approchait, j'ai jamais reparlé du sujet avec mes parents. C'était comme si nous avions conclu un pacte silencieux. Ce qui s'est passé, ça se finit. Allons de l'avant. Et c'est ce que nous avons fait. Chacun à notre manière. Mon père s'est plongé dans le travail avec une nouvelle intensité, comme s'il voulait purger quelque chose par la sueur et l'épuisement physique. Ma mère est devenue plus fervente, plus rigoureuse dans ses pratiques religieuses, passant des heures à l'église, priant pour quelque chose qu'elle ne mentionnait jamais. Moi, j'ai trouvé refuge dans les études. J'ai découvert dans les livres un monde où je pouvais m'échapper, où les histoires avaient des fins heureuses, où la justice prévalait sans avoir besoin de m'attacher de sang. J'ai étudié avec une détermination qui surprenait mes professeurs. Quand j'ai terminé l'école primaire, j'étais déjà la meilleure élève de l'école. C'est à ce moment que j'ai découvert ma vocation. La médecin qui s'était occupée de moi à l'hôpital est venue rendre visite à notre village et s'est arrêtée chez nous pour voir comment j'allais. Elle était impressionnée par ma récupération, par mon intelligence, euh, par ma curiosité pour tout ce qui touchait à la médecine. Tu ferais une excellente médecin. Tu sais, a-t-elle commenté pendant que je lui montrais mes cahiers où je notais tout ce que j'apprenais sur que les plantes médicinales auprès des anciens de la région. L'idée s'est plantée en moi comme une graine. Médecin, quelqu'un qui guérit, qui aide, qui sauve des vies, quelqu'un qui transforme la douleur en savoir, la souffrance en compassion. C'était exactement ce que je voulais être. Bien sûr, pour une pauvre fille de l'Alsace rurale, devenir médecin était presque un rêve impossible. Mais j'avais en moi une force que je ne connaissais pas pleinement, la force de quelqu'un qui a affronté le pire et a survécu, qui a regardé le monstre dans les yeux et est resté debout. Quand j'ai terminé le collège à 15 ans, j'avais déjà un plan. J'irai à Colmar, je resterai chez une cousine éloignée de ma mère, je travaillerai le jour et j'étudierai la nuit pour terminer le lycée et essayer d'entrer en école de médecine. Mes parents étaient réticents au début, l'idée de me laisser partir en ville. Si loin d'eux, les terrifier après tout ce que nous avions traversé. Mais ils ont vu ma détermination, mon besoin d'avancer, de transformer mon histoire en quelque chose de plus grand que la tragédie qui l'avait marquée. Ma fille, a finalement dit mon père après de nombreuses discussions, va et deviens la personne que tu veux être. N'oublie simplement pas nous, tes origines, qui tu es. Je suis partie de Ruisseau des Cèdres un matin de printemps avec une valise en carton contenant tout ce que je possédais et une peur mêlée d'espoir dans la poitrine. J'avais 10 et 16 ans. Et pour la première fois depuis ce dimanche fatidique, j'ai senti que l'avenir pouvait être plus lumineux que le passé. Colmar m'a accueilli avec sa chaleur intense, ses collines escarpées, son odeur de rivière et d'industrie, son mélange chaotique de couleurs et de sons. La maison de ma cousine Héloïse était dans un quartier ouvrier, dans une rue étroite de maisons mitoyennes. C'était petit, exigu, étouffant, mais pour moi, cela représentait la liberté, la chance de recommencer, d'être juste Célestine,
pas la fille qui avait subi cela. J'ai trouvé un emploi dans une pharmacie du quartier, nettoyante, organisant et finalement même servant les clients quand les affaires étaient chargées. Le propriétaire, Monsieur Dupont, un homme de peu de mots, mais au cœur généreux, a vite remarqué mon intérêt pour la médecine, pour les propriétés des plantes, pour les médicaments et leurs effets. Petite, tu as un don pour ça. Un Tillit, m'apprenant à préparer des pommades, des siropes, des Steintours. Qui sait, peut être qu'un jour cette pharmacie sera à toi. J'ai souri, mais mon rêve était plus grand. Je voulais comprendre le corps humain, ses complexités, ses fragilités, ses résistances. Je voulais savoir pourquoi certaines blessures guérissent sans laisser de traces, tandis que d'autres, invisibles aux yeux, continuent de saigner à l'intérieur pendant des années, pour toute une vie. La nuit, j'étudiais jusqu'à ce que mes yeux brûlent, jusqu'à ce que les bougies s'éteignent, jusqu'à ce que le sommeil me surpasse. Enfin, l'école du soir était dure, les professeurs étaient fatigués, les élèves plus intéressés par les rencontres que par l'apprentissage, les matières expédiées pour boucler le programme, mais j'absorbais tout chaque mot, chaque formule, chaque concept comme une éponge assoiffée. Ce furent 3 années, intenses années, de travail acharné, d'études constantes, de privation et de sacrifices, années aussi de découverte, d'amitié, d'une liberté que je n'avais jamais connue auparavant, années où j'ai appris qu'il y avait plus d'un chemin à suivre, plus d'une façon d'être une femme, plus d'un destin possible. À 19 ans, j'ai passé l'examen d'entrée pour la médecine à l'université de Colmar. La concurrence était rude, les places rares, les candidats principalement des hommes de famille aisés avec des années d'études dans de bonnes écoles. Mes chances étaient minimes, mais j'avais quelque chose que beaucoup d'entre eux n'avaient pas, une détermination née de la douleur, une volonté de faire forgée dans le feu de la pire expérience qu'une fille puisse vivre. Le jour où j'ai vu mon nom sur la liste des admis fut le plus heureux de ma vie. Jusqu'alors, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis ces jours à l'hôpital, mais c'était des larmes différentes, des larmes de joie, de victoire, d'un espoir qui commençait enfin à se matérialiser. Mes parents n'ont pas pu venir pour l'inscription. Le voyage était long, coûteux, et ils n'avaient jamais quitté l'Alsace rurale, mais ils m'ont envoyé une lettre que je garde encore aujourd'hui, jaunie par le temps. Les lettres tremblantes de mon père, qui savait à peine écrire, et les mots soigneusement choisis de ma mère. Notre fille, notre fierté, tu as accompli ce qu'aucun de nous n'a jamais rêvé d'accomplir. Porte notre nom, notre histoire, notre amour avec toi, partout où tu vas. Et souviens-toi toujours, tu es plus forte que tout ce qui a essayé de t'abattre. J'ai lu et relu cette lettre tant de fois que je connaissais chaque mot par cœur. C'était la preuve que, malgré tout, malgré l'horreur qui avait taché mon enfance, malgré la terrible justice que mes parents avaient exécutée, il y avait de l'amour, un amour imparfait, peut être taché de sang et de culpabilité, mais toujours de l'amour. L'école de médecine était plus difficile que tout ce que j'avais affronté auparavant. Les professeurs étaient exigeants, les cours ardus, les nuits de garde épuisantes. Être l'une des rares femmes du cours apportait des défis supplémentaires. Les commentaires sexistes
les blagues de mauvais goût, les professeurs qui doutaient de mes capacités, mais rien de tout cela ne m'a arrêté. Chaque obstacle ne faisait qu'alimenter ma détermination. En 4e année, quand j'ai commencé les stages pratiques, j'ai découvert ma véritable vocation, la gynécologie et l'obstétrique, faire naître des vies, prendre soin de la santé des femmes, en particulier celles qui, comme moi, avaient subi des violences, laissant des marques invisibles mais profondes. C'était ce que je voulais faire pour le reste de ma vie. C'est lors d'une garde à la maternité, en aidant à mettre au monde le bébé d'une fille de seulement 13 ans, victime d'abus, comme je l'avais été, que j'ai pris une décision. Je ne retournerai pas à Colmar après avoir obtenu mon diplôme. Je retournerai dans les zones rurales, dans des endroits comme Ruisseau des Cèdres, où des filles comme moi, comme cette jeune mère effrayée, n'avaient pas accès à des soins médicaux adéquats, à des informations, à une protection. J'ai obtenu mon diplôme à 25 ans. La cérémonie était simple, mais mes parents étaient là, plus âgés, plus courbés par le travail dur et le poids des secrets qu'ils portaient, mais avec des yeux brillants de fierté. Mes sœurs aussi sont venues déjà mariées, avec leurs propres petits-enfants. Docteur Célestine Moreau a prononcé mon père lentement, savourant chaque syllabe quand il a reçu mon diplôme dans ses mains cailleuses, qu'il aurait cru, Hein, ma fille, médecin. Il y avait quelque chose dans ses yeux à ce moment, pas seulement de la fierté, mais aussi une sorte de rédemption, comme si, d'une certaine manière, mon accomplissement justifiait ce qu'il avait fait ce dimanche lointain, comme si mon succès était la preuve que le sang versé n'avait pas été vain. Je ne suis pas retournée à Ruisseau des Cèdres. À la place, j'ai accepté un poste à Strasbourg, la ville voisine où se trouvait l'hôpital qui m'avait soignée tant d'années auparavant. La médecin qui s'était occupée de moi prenait sa retraite et a recommandé mon nom pour la remplacer. Le cycle est complet, a-t-elle dit quand elle m'a accueillie à l'hôpital, maintenant comme collègue, plus comme patiente. La petite fille que nous avons sauvée revient pour sauver d'autres. J'ai travaillé dans cet hôpital pendant 5 ans, des années intenses d'apprentissage constant, de défis énormes, de manque de ressources, de distance des grands centres, de résistance de certains patients à être soignés par une femme médecin, si jeune, mais c'était aussi des années de profonde satisfaction. Chaque vie que j'aidais à mettre au monde, chaque femme qui parvenait à se remettre d'un accouchement difficile, chaque fille que je protégeais d'un destin similaire au mien, en signalant des abus aux autorités, chaque petite victoire était un baume pour la vieille blessure que je portais encore. C'est à Strasbourg aussi que j'ai rencontré Antoine, le pharmacien qui deviendrait mon mari. Il était venu de Paris dans l'Alsace rurale, dans le cadre d'un programme gouvernemental pour amener des professionnels de santé dans les zones nécessiteuses. C'était un homme doux, patient, avec des mains délicates, comme je n'en avais jamais vu chez un homme auparavant. Notre cour fut lente, respectueuse. Il savait, pas dans les détails, mais assez sur ce qui m'était arrivé. Il savait qu'il y avait des cicatrices physiques et émotionnelles que je portais. Il savait qu'il y avait des nuits où je me réveillais en criant, baignée de sueur froide, piégée dans des cauchemars venant du passé. Et il savait surtout que je ne pourrais peu
être jamais lui donner d'enfant biologique. Peu importe, a-t-il dit quand je lui ai parlé de cette dernière partie, les larmes coulant sur mon visage. Il y a tant d'enfants qui ont besoin d'amour, de soins. Si nous devons avoir une famille, nous trouverons un moyen. Nous nous sommes mariés dans une cérémonie simple à la petite église de Strasbourg. Mon père, déjà âgé, m'a conduite à l'autel avec des palans mais fermes. Ma mère a pleuré tout au long de la cérémonie, des larmes silencieuses qui parlaient de soulagement, de gratitude de voir sa fille, celle qu'elle avait failli perdre, trouver un chemin vers le bonheur. L'année suivante, nous avons ouvert notre propre pharmacie à Ruisseau-des-Cèdres. Je suis retournée dans le village que j'avais quitté tant d'années auparavant, non plus comme la petite fille brisée, mais comme la femme qui s'était reconstruite pièce par pièce, cicatrice par cicatrice. La pharmacie Moreau est devenue le cœur du village. C'était pas seulement un endroit pour acheter des médicaments, c'était un point de rencontre pour des conseils, pour des soins. Antoine s'occupait de la partie administrative, de la préparation des formules des médicaments. Moi, j'offrais des consultations, des consults, parfois même de petits soins pour ceux qui ne pouvaient pas se rendre à l'hôpital de Strasbourg. Au fil des années, nous avons adopté 3 enfants, Rémi, Marie et Claire, 3 âmes qui, comme moi, avaient connu le côté le plus sombre de la vie trop tôt. Rémi avait été abandonné à la naissance. Marie et Claire étaient sœurs, sauvées d'un père violent après la mort de leur mère. Nous leur avons donné ce qui nous avait été donné, ce qui nous avait été pris, de l'amour, de la sécurité, une chance de recommencer. Mes parents ont vécu assez longtemps pour rencontrer leurs petits-enfants adoptés, pour les voir grandir, pour réaliser que la famille qu'ils avaient protégée avec tant de férocité, même par des moyens terribles, continuait de fleurir, de s'élargir, d'exister à travers de nouvelles vies, de nouveaux débuts. Quand mon père est mort d'une crise cardiaque alors qu'il travaillait dans son atelier de menuiserie, j'ai trouvé parmi ses affaires un article de journal jauni. C'était la nouvelle de la noyade accidentelle d'oncle Étienne dans le Rhin. Il l'avait gardé toutes ces années comme un rappel, une preuve, peut être même comme une sorte de pénitence. Au dos de l'article, écrit de son écriture tremblante, il n'y avait qu'une phrase pour Célestine. Je le referai. J'ai gardé cet article non comme un trophée ou une célébration, mais comme un rappel que l'amour, même quand il se manifeste sous ses aspects les plus sombres, les plus terribles, reste de l'amour, que mon père, cet homme doux qui n'a jamais levé la main sur moi, a porté jusqu'à son dernier jour le poids de ce qu'il a fait pour me venger, pour s'assurer que je puisse avoir un avenir. La vérité, c'est qu'aucun de nous, ni mon père, ni ma mère, ni moi n'est sorti indemne de cette histoire. Nous portions les marques visibles et invisibles pour le reste de nos vies. La différence, c'est que nous avons appris à vivre avec elles, à les transformer en quelque chose qui, s'il ne pouvait pas être appelé beau, pouvait au moins être utile, significatif, voire guérissant. Je suis arrivée à la partie la plus difficile de cette histoire. Mes chers amis, la partie que je n'ai jamais complètement racontée à personne,
pas même à mes enfants ou à mon défunt mari, la partie que j'ai gardée au fond de mon âme comme un secret sacré, protégée par des décennies de silence. Ce qui s'est passé ce dimanche, quand mes parents sont allés chez ma grand-mère sans moi, est quelque chose que je n'ai connu qu'en fragments, en morceaux épars que j'ai rassemblés au fil des années. Certains racontés dans des moments de faiblesse par ma mère, d'autres murmurés par ma tante Delphine des années plus tard, d'autres encore déduits des regards, des soupirs, des cauchemars que mon père avait les nuits d'orage dans la semaine entre mon hospitalisation et le déjeuner du dimanche. Mes parents ont passé des heures à tout planifier. Je me souviens des nuits où je les entendais parler à voix basse dans la pièce d'à côté. Les phrases décousues que j'ai réussi à capter, il faut que ça ait l'air d'un accident. Personne ne doit suspecter, il doit ressentir ce qu'elle a ressenti. Ma mère est allée à la pharmacie à Célestat, où personne ne la connaissait. Elle a acheté une petite bouteille d'un médicament fort, du genre utilisé par les médecins pour calmer les patients agités, assez pour laisser une personne inconsciente, mais pas pour tuer. La mort viendrait plus tard, d'une autre manière. Mon père a passé des heures dans le garage à l'arrière de la maison de ma tante, aiguisant un couteau de chasse qu'il avait apporté de notre maison à Ruisseau des Cèdres. Je l'ai vu à travers une fente dans la porte, le mouvement répétitif de la lame contre la pierre humide, le visage concentré, les yeux fixes, comme s'il voyait déjà quelque chose bien au-delà de ce garage, bien au-delà de cette ville, bien au-delà de ce moment. Les dimanche matin, ils sont partis tôt. Ma mère portait sa robe noire simple, ses cheveux dans un chignon sévère. Mon père, sa seule bonne chemise, celle qui ne portait que pour les messes de Noël et de Pâques. Les deux avaient l'air d'aller à un enterrement, pas un déjeuner familial. Occupe-toi de tes sœurs, m'a dit ma mère avant de partir, prie pour nous. De ce qui s'est passé ensuite, je peux reconstruire à travers les fragments que j'ai rassemblés au fil des années. Mes parents sont arrivés chez grand-mère Elisabeth. À l'heure du déjeuner, ils ont été reçus avec la normalité habituelle, peut être avec quelques questions sur comment j'allais. Mon père a embrassé ses frères, y compris Étienne, sans rien montrer au-delà de l'affection habituelle. Ma mère a aidé à mettre la table, à servir la nourriture, à remplir les verres. C'est pendant le déjeuner qu'elle a fait ce qu'elle avait prévu, un moment de distraction, quand tout le monde était absorbé par la conversation et la poudre du médicament s'est dissoute dans le verre de vin d'oncle Étienne. Il a bu sans rien remarquer, peut être juste un léger goût amer que le vin possédait déjà naturellement. Après le déjeuner, quand tout le monde s'est dispersé autour de la propriété pour le repos de l'après-midi, le médicament a commencé à faire effet. Oncle Étienne s'est senti étourdi, avait du mal à garder les yeux ouverts. Mon père, attentif, remarquant les signes et offered son aide. On dirait que t'as trop bu. Frère, a-t-elle dit, un bras autour des épaules d'Étienne. Viens, prenons un café fort pour te remettre les idées en place. Mais il ne l'a pas conduit à la cuisine, il l'a conduit à la remise à outils à l'arrière de la propriété. La même remise où j'avais été attaquée, c'était pas un choix au hasard, c'était délibéré, symbolique.
C'est là que la justice serait rendue. Ma mère les a suivis quelques minutes plus tard, s'assurant que personne n'avait remarqué où ils étaient allés. Elle a verrouillé la porte de la remise derrière elle. Ce qui s'est passé là-dedans, cet après-midi chaud, je ne l'ai jamais su avec précision. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir complètement, mais je sais que mon oncle a été attaché à une vieille chaise avec les cordes que mon père avait apportées, cachées à l'arrière de la voiture. Je sais qu'il était assez conscient pour comprendre ce qui se passait, mais trop faible pour résister ou crier. Je sais que mon père lui a parlé longuement. Ce n'était pas une attaque aveugle de colère, une explosion de violence. C'était quelque chose de calculé, froid, méthodique. Il voulait qu'Étienne sache exactement pourquoi il était là, ce qu'il avait fait, ce qu'il allait payer. Te souviens-tu de ce que tu as fait à ma fille dans ce même endroit? A demandé mon père, la voix contrôlée, presque calme. Te souviens-tu de ses pleurs, de ses cris, du son? On dit que la remise avait de petites fenêtres, couvertes de chiffon sombre pour que personne ne puisse voir ce qui se passait à l'intérieur, que la seule lumière venait d'une lampe à pétrole, créant des ombres qui dansaient sur les murs comme des spectres. Je sais que ma mère était là, témoin de tout, parfois participant, elle, qui n'avait jamais levé la main sur personne, qui m'avait appris que la violence était un péché, qui m'avait montré l'importance du pardon ce jour-là. Dans cette remise, elle était une autre personne, une force de la nature, l'incarnation de la colère maternelle, la lionne protégeant son petit... même si c'était trop tard, je veux qu'il ressente la même douleur que Célestine a ressentie, a-t-elle dit à mon père. Je veux qu'il sache ce que c'est d'être impuissant, d'être violé, d'être détruit de l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé avec le même couteau qu'oncle Étienne avait utilisé pour menacer une enfant terrifiée. Mon père a infligé des blessures calculées pour causer une douleur extrême sans tuer des blessures qui laisseraient des cicatrices permanentes, comme celles que je porterai toujours, des blessures à des endroits qui signifieraient qu'il ne pourrait plus jamais faire à un autre enfant ce qu'il m'avait fait. Mais c'était pas seulement une violence physique, c'était aussi une exécution psychologique. Chaque coup était accompagné de mots qui décrivaient exactement ce qu'il m'avait fait, ce que j'avais ressenti, ce qui m'avait été volé. C'était comme si mes parents voulaient s'assurer que dans ces derniers moments, oncle Étienne comprenait pleinement la monstruosité de ses actes. Quand ils ont fini, il était en vie, mais seulement techniquement. Il avait perdu beaucoup de sang, était en état de choc, au bord de l'inconscience. C'est alors que mon père et ma mère l'ont conduit à la voiture, caché sous une bâche, et ont roulé jusqu'à une partie isolée du Rhin. La nuit était déjà tombée, la pluie fine qui avait commencé plus tôt tombait maintenant plus fort, effaçant les empreintes, lavant les preuves, créant le scénario parfait pour ce qui semblait être un accident. Mon père a porté le corps presque sans vie de son frère jusqu'à la rive du fleuve. Oncle Étienne respirait encore, avait encore un pouls, mais était trop faible pour se battre, pour crier à l'aide. As-tu quelque chose à dire avant de partir? A demandé mon père un dernier moment d'humanité offert à l'homme qui avait détruit sa famille. Je ne sais pas si oncle Étienne a répondu, s'il a demandé pardon, s'il a pleuré, s'il a montré du remords ou s'il a maintenu sa haine jusqu'à la fin.
Je sais seulement que quelques instants plus tard, son corps a été poussé dans les eaux du Rhin, emporté par le courant qui, à cette période de l'année, après des semaines de pluie, était assez fort. Pour entraîner un homme adulte, au fond, mes parents sont restés là un certain temps, regardant le fleuve avaler les preuves de leur crime, de leur vengeance, de leur justice. La pluie tombait sur eux, lavant le sang de leurs mains, mais pas de leurs âmes. Si, sang, invisible, mais indélébile, les accompagnerait pour le reste de leur vie. Le corps a été retrouvé 3 jours plus tard, coincé dans des branches au bord du fleuve, à quelques kilomètres en aval. Les blessures ont été attribuées aux rochers et aux branches contre lesquels il aurait heurté en étant entraîné par le courant. Le verdict fut rapide. Noyade accidentelle due à l'ivresse. Personne n'a posé de questions, personne n'a enquêté en profondeur. C'était juste un autre jeune homme qui avait trop bu et était tombé dans le fleuve, une histoire courante dans cette région à l'époque. Quand la nouvelle est arrivée à Sélestat, où nous étions, j'ai vu l'expression sur le visage de mon père. C'était pas du soulagement, ni de la satisfaction, ni du triomphe. C'était quelque chose de plus complexe, de plus profond, la réalisation du prix qu'il avait payé pour venger sa fille, pas seulement la vie de son frère, mais aussi une partie de lui-même qui ne reviendrait jamais, l'innocence de croire que le monde est fondamentalement bon, que les gens sont fondamentalement décents, que la famille est toujours un refuge sûr. Nous sommes retournés à Ruisseau-des-Cèdres 1 semaine plus tard, dans une nouvelle maison, pour essayer un nouveau départ. Mais les fantômes sont venus avec nous, les cauchemars, les silences, les regards lointains de mes parents quand ils pensaient que personne ne les observait. J'ai grandi à l'ombre de ce dimanche, de cette vengeance. Chaque accomplissement, finir mes études, entrer en école de médecine, obtenir mon diplôme, ouvrir ma propre pharmacie, était célébré avec une joie mêlée d'une tristesse inexplicable. Pour ceux qui ne connaissaient pas notre histoire complète, c'était comme si mes parents voyaient chaque pas que je faisais comme une justification de ce qu'ils avaient fait, une preuve que le sacrifice de leurs âmes n'avait pas été vain. Cela en valait la peine. Disait parfois mon père quand il me voyait en blouse blanche, soignons un patient, sauvant une vie, chaque goutte de sang en valait la peine. Il ne précisait jamais de quel sang il parlait, le mien, versé dans cette remise quand je n'avais que 9 ans, ou celui de son frère, versé au même endroit des années plus tard, ou même le sien, métaphorique mais tout aussi réel, qu'il sentait couler de son cœur au moment où il a franchi une ligne sans retour. Ma mère n'était jamais aussi explicite, elle parlait à travers des gestes, la manière dont elle tenait ma main pendant une consultation médicale difficile, la fierté dans ses yeux quand j'expliquais à une jeune mère comment s'occuper de son bébé, la paix sur son visage quand elle me voyait heureuse, épanouie. Malgré tout, quand j'ai épousé Antoine, j'ai vu mon père pleurer pour la 2e fois de sa vie. La première avait été à l'hôpital quand il m'avait vu brisée par l'abus. Cette fois, c'était des larmes différentes, pas de douleur ou de colère, mais d'une joie mêlée de soulagement. Soulagement de voir que j'avais réussi à surmonter, que j'avais trouvé l'amour, que j'avais construit une vie au-delà de la tragédie. Pendant la cérémonie, quand il m'a conduite à l'autel,
Il a murmuré quelque chose que moi seule ai entendu. Tu as gagné, ma fille, nous avons gagné. Une pause, un souffle. Et à ce moment, j'ai pleinement compris. La vengeance n'était jamais seulement pour la douleur qui m'avait été infligée, c'était aussi une déclaration, un cri à l'univers. Elle survivra, elle surmontera, elle aura une vie pleine malgré ce qui lui a été fait. Et l'homme qui a essayé de la détruire ne sera pas là pour le voir quand j'ai adopté mes 3 enfants. Rémi, Marie et Claire, j'ai vu sur le visage de mes parents quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la paix. Comme si le cycle se refermait enfin, comme si la blessure, ouverte il y a si longtemps, commençait enfin à véritablement guérir. Ces petits, disait mon père, en jouant avec ses petits-enfants adoptés, sont la preuve que le bien triomphe à la fin, qu'après la tempête la plus sombre, le soleil brille toujours à nouveau. Un sourire, une pause. Mes parents sont morts comme ils ont vécu après ce dimanche ensemble, unis par un lien qui allait au-delà de l'amour conjugal, un lien forgé dans le sang et le secret partagé. Mon père est parti en premier d'une crise cardiaque alors qu'il travaillait dans son atelier de menuiserie. Ma mère l'a suivi moins d'1 an plus tard, comme si elle ne savait plus exister sans lui. Sans cette présence silencieuse qui portait la moitié du fardeau qu'ils partageaient tous les deux depuis tant d'années, je suis restée avec leurs souvenirs, avec leur héritage compliqué, avec la certitude qu'ils étaient imparfaits, failables, humains jusqu'au cœur, capables du plus profond amour et de la haine la plus sauvage, de la protection la plus féroce et de la vengeance la plus calculée. Je ne suis pas ici pour juger ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas ici pour dire si c'était juste ou faux. Je suis ici seulement pour raconter l'histoire, pour que vous qui écoutez compreniez que la vie est rarement noire ou blanche, que les gens sont rarement des saints ou des démons, que l'amour peut se manifester de manière qui nous effraie, qui nous trouble, qui nous laisse remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes. Ce que je sais, c'est que je porte en moi à la fois la petite fille qui a été brisée dans cette remise et la femme qui a été reconstruite pièce par pièce. Par l'amour brutal et imparfait de mes parents, par ma propre détermination à ne pas être définie par le pire qui m'est arrivé, par les vies que j'ai aidé à sauver, les enfants que j'ai aidé à mettre au monde, les enfants que j'ai élevés avec tout l'amour que je pouvais donner. Aujourd'hui, à 75 ans, en regardant en arrière sur le long chemin douloureux que j'ai parcouru, je ne ressens pas seulement la douleur, l'horreur, l'injustice. Je ressens aussi la gratitude pour les parents que j'ai eus. Else qui, malgré leurs méthodes terribles, m'ont aimé au-delà de la raison. Pour le mari que j'ai trouvé, qui m'a montré que tous les hommes ne sont pas des monstres. Pour les enfants que j'ai élevés, qui m'ont donné la chance de créer une famille basée sur le respect et l'amour véritable. Pour la carrière que j'ai construite, qui m'a permis de transformer ma douleur en guérison pour les autres. Et Tiressens, surtout, une certitude calme et ferme. J'ai survécu pas seulement physiquement, j'ai survécu avec mon âme intacte, avec ma capacité à aimer préserver, avec ma foi en la vie renouvelée chaque jour par les petits miracles qui nous entourent quand nous avons les yeux pour les voir. Mes chers amis,
Merci du fond du cœur de m'avoir accompagnée dans ce voyage difficile à travers mon passé. Si mon histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez un petit cœur et abonnez-vous à cela aide des histoires comme la mienne à atteindre plus de gens qui pourraient traverser la même chose ou connaître quelqu'un qui le fait. Car c'est ce que j'ai appris après toutes ces années